Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes de la bourse. Aujourd'hui, je vous propose de pas forcément parler que des marchés financiers, mais plus du monde des investissements. Ce que je vous propose, c'est de répondre à la question que tout le monde devrait se poser avant même de commencer à investir dans un domaine. Et pour terminer la vidéo, on regardera les avantages et les inconvénients de trois grandes familles d'investissement. Allez, c'est parti. La question à se poser finalement, c'est l'horizon de ces investissements. Qui que nous soyons, nous avons des horizons de temps quand on va placer de l'argent quelque part. Si par exemple je vous dis, vous pouvez mettre de l'argent quelque part, vous ne la revoyez pas pendant 10 ans, mais elle va le faire x10. Forcément, vous allez vous dire, ok, quelle somme vous êtes prêt à investir dans ce genre de situation. Pareil, si je vous dis, ok, aujourd'hui vous me donnez de l'argent, je vous en rends 6%, mais dans 4 ans. Quelle est la somme que vous êtes prêt à mettre? Vous comprenez bien que dans les deux situations, on ne va pas mettre la même somme d'argent. Et en plus, ça dépend énormément de notre mentalité, de notre âge, de notre vie passée, de notre vie à venir, et de ce qu'on veut faire de celle-ci. Et c'est pour ça que pour moi, qu'on soit dans l'immobilier, sur les marchés financiers, ou encore une fois qu'on parle de l'or physique par exemple, eh bien, la question à se poser, c'est l'horizon de ces investissements. Et même à l'intérieur finalement de chacune de ces grandes familles que je viens d'énumérer, on peut aussi rajouter l'horizon des investissements. On ne va pas investir pareil dans l'immobilier à une échelle de 3 ou 4 ans qu'à une échelle de 10 ou 15 ans. On ne va pas investir de la même manière finalement sur les marchés financiers à une échelle de 3 mois ou à une échelle de 30 ans. Ça va pas être la même philosophie, ça va pas être la même impact, on va pas travailler pareil. Alors pourquoi je pense que c'est la première question que tout le monde doit se poser avant même d'investir, que ce soit sur l'immobilier, sur les marchés financiers ou même sur l'or par exemple? Eh bien, tout simplement parce que si on ne répond pas à cette question, on risque finalement de ne pas adapter son investissement à son horizon de temps. Par exemple, vous décidez, ben moi je veux faire de l'immobilier. Quoi qu'il arrive, je veux faire de l'immobilier. Mais j'ai une contrainte. Dans 12 mois, je dois récupérer cette solde pour rembourser X ou pour tout simplement créer un nouveau projet parce que j'ai un autre projet de création de société. Et donc dans un an, dans 12 mois, je dois le faire. Dans ces cas-là, est-ce que l'immobilier est la meilleure des solutions? Alors je sais ce que vous allez me dire, vous allez me parler de l'achat-revente. Oui, d'accord, très bien, on peut peut-être dégager une petite plus-value, mais il y a plus de risques dans l'immobilier à travailler sur 12 mois qu'à travailler sur une échelle de 4 ans ou 6 ans. Et donc dans ces cas-là, ce sera peut-être finalement les marchés financiers qui seront, on va dire, la bonne réponse à la question de l'horizon de temps de nos investissements. Et le deuxième point qui me paraît être extrêmement important, pourquoi répondre à cette question, c'est de toute façon ce focus. Par exemple, là, vous pouvez, sur un investissement type immobilier, vous pouvez quand même vous poser 5 minutes et vous dire, ok, est-ce que l'immobilier répond vraiment à l'horizon de temps de mon investissement? Oui ou non? Et s'il n'y répond pas, est-ce que j'aurais pas d'autres méthodes, d'autres moyens, d'autres finalement me focus sur quelque chose d'autre pour arriver à mes fins sur une échelle de 12 mois, au lieu de rien faire? Alors que si je pars dans l'immobilier, et qu'au bout de 3 mois, je me rends compte finalement que l'immobilier, ça va être très compliqué parce que j'ai 3 mois de préavis, parce qu'il y a un peu de travaux et que j'ai 3 mois de préavis dans l'autre sens, minimum, hein, d'accord? Eh ben, du coup, ça nous amène déjà à 9 mois, 10 mois, en sachant que j'ai déjà trouvé la personne pour me racheter le bien au moment où moi je l'ai acheté. Alors du coup, ça me laisse une petite marge de risque qui n'est pas forcément très agréable. Est-ce que je pourrais pas trouver d'autres investissements qui me prendraient un peu moins de temps et surtout que je pourrais retrouver un petit peu plus liquide? Ça, c'est se focus sur quelque chose et répondre à la question quel est l'horizon de mes investissements me permet vraiment de me focus sur l'un puis sur l'autre selon mon ressenti, mon émotionnel à ce moment-là ou tout simplement ce que j'ai envie de faire de mon argent. Maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, je vous propose de traiter de 3 types d'investissements: l'immobilier, l'or physique et les marchés financiers à travers des avantages, des inconvénients et surtout une unité de temps un petit peu qu'on peut adapter tout simplement à ces investissements, à vos investissements, à mes investissements. Ce sont des généralités. Ça veut dire que ça va couvrir peut-être 80-90% des cas et pas 100% forcément. De plus, il est évident que dans ces 3 domaines-là, ça vaut le coup de perdre un petit peu de temps à se renseigner, à se former ou même à se faire accompagner sans aucune hésitation.
Alors c'est parti, passons à l'immobilier et on va commencer tout de suite par les avantages. L'avantage, c'est que c'est globalement stable. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Globalement stable, mais comment ça? L'immobilier ne fait que monter depuis 25 ans. Il n'y a pas un moment où il va corriger. Je vous mets ici un graphique. Le graphique, il est depuis 2006 sur les prix de l'immobilier, d'accord? C'est juste pour vous montrer. Effectivement, on peut voir que les dernières années sont un petit peu en forme de bulle financière. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais je voudrais juste vous revenir sur la crise 2008-2009. Elle a fait une correction finalement sur le marché de l'immobilier que de 9%. C'est pour ça aussi que je parle de globalement stable, parce que quand on regarde les marchés financiers par exemple, la correction n'était pas de 9%, elle était plutôt de 30-35%, d'accord, voire même 50% pour certaines actions, pour certains types de placements, pour certains investissements sur les marchés financiers. Donc clairement, oui, l'immobilier est globalement stable, mais oui, il faut peut-être aussi prévoir que d'ici 2-3 ans, il y ait une petite correction sur le marché ou un phénomène de récession, en tout cas sur les prix de l'immobilier. Mais globalement, ça reste stable par rapport aux autres types d'investissements que je vais vous proposer. Ensuite, ça permet clairement de lisser le risque. Oui, alors de plusieurs manières différentes. La première, c'est que forcément, ça va être une rentabilité qu'on va dire stable, d'accord? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous gagnez, par exemple, grâce à votre investissement, 300 euros par mois, eh ben dans ces cas, il y a fort à parier que le mois prochain, vous gagnez aussi 300 euros. Et il y a fort à parier que d'ici 6 mois, vous gagnez toujours 300 euros. Et il y a fort à parier que sur une échelle de 4 ans, bah, vous gagnez aussi encore 300 euros. D'accord? Alors là, j'ai parlé en euros, j'aurais pu parler en pourcentage de rentabilité, brut net, mais on va pas être trop précis, c'est juste pour ça. Et donc forcément, ça permet de lisser le risque. On investit dans la pierre, dans quelque chose de stable, dans quelque chose de tangible, dans quelque chose qui est présent, qui est matériel, qui est facilement explicable. Et ça, forcément, c'est très intéressant. Un autre avantage, c'est la fiscalité. Alors ça, c'est un phénomène de niche. On pourrait parler de revenu fiscal, de création de société, peu importe. Mais restons simples. Et on peut dire que l'immobilier, de façon simple, permet de réduire sa fiscalité. De plusieurs manières, bien sûr, il y a du Pinel, mais il y a aussi surtout en faisant des travaux et en le mettant en location, vous pouvez déjà de base en réduire 30%. Donc rien que ça, on va dire que vous allez pouvoir le lisser sur un certain nombre d'années. Et globalement, vous êtes tranquille entre 4 et 10 ans selon les projets et selon bien sûr les montages financiers que vous faites. Et le dernier avantage, c'est que les banques le financent. Nous sommes en France, et oui, les banques financent finalement l'immobilier à travers des prêts immobiliers. Alors déjà, des fois, vous allez devoir mettre de l'apport, vous allez devoir faire des efforts, ça c'est sûr et certain, mais globalement, les banques financent votre bien immobilier. Ça, c'est bien en France, et ça reste quand même un avantage qui est surtout à ne pas oublier. Par contre, en termes de problèmes, on va dire de désavantages, d'inconvénients de l'immobilier, ça va être déjà la gestion. Oui, ça peut être assez lourd, hein. C'est-à-dire que non seulement vous avez les lois qui concernent la fiscalité, par exemple, qui sont gigantesques, il y a des conditions pour tout et pour tout ce que vous faites, mais il y a aussi de la mise en location, par exemple, ou la gestion locative de tous les jours, la gestion comptable une fois tous les ans. Tout ça, finalement, c'est quand même beaucoup de gestion et c'est un de ces désavantages. Le deuxième désavantage, c'est la liquidité. Comme je vous l'ai dit, forcément, quand on achète un bien immobilier, déjà pour le revendre, il faut prendre des photos, mettre une annonce, trouver un acheteur au prix auquel vous en voulez, et puis après, il y a un compromis qui va durer 3 mois minimum. Enfin bon, finalement, entre le moment où vous décidez de vendre et la vente de votre bien immobilier, il va peut-être se passer plusieurs mois, 4, 5 mois, de façon assez facile. Et donc, à ce titre-là, oui, l'immobilier n'est pas forcément très liquide. Alors, si je devais donner un horizon de temps finalement à l'immobilier, je dirais que c'est 4 ans et plus. Si vous vous lancez dans l'immobilier aujourd'hui, à part rares cas et les 10% que j'ai décidé de ne pas traiter, vous allez garder votre bien immobilier sur une échelle de temps de 4 ans et plus. Alors bien sûr, vous pouvez faire par exemple, acheter votre résidence principale, au bout de 2 ans, la revendre pour racheter une autre résidence principale, refaire des travaux et revendre. Oui, il y a des cas particuliers, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'horizon de temps, on va dire que c'est moyen et long terme pour l'immobilier. Maintenant, je vous propose de parler de l'or physique. Quand je parle d'or physique, je parle de lingots, je parle d'or, c'est-à-dire sous forme de grammes, sous forme de poussière d'or, ou bien sûr de pièces d'or. Alors c'est parti, déjà la première chose, c'est que c'est refuge. C'est-à-dire que l'or est utilisé comme valeur refuge en cas de récession de marché ou de correction violente des marchés type marché financier, d'accord, dans un premier temps. L'or a toujours servi de valeur refuge. C'est quand même assez intéressant. Deux, elle est anti-inflation.
Aujourd'hui, elle est corrélée énormément au dollar, ça c'est certain, parce que les échanges internationaux en or se font principalement en dollars, mais on peut voir que l'or est stable. Quand je parle d'anti-inflation, je vais vous donner un exemple, une image. En 1900, pour acheter une vache, il vous fallait 4 grammes d'or ou 11 dollars. Aujourd'hui, il vous faut toujours 4 grammes d'or, mais ça fait plus 11 dollars, ça fait plutôt 3000 ou 4000. Ok? Mais vous avez une vache pour le même quantité d'or qu'il y a 120 ans. C'est ça, en fait, quand je parle d'anti-inflation, c'est ce phénomène-là autour de l'or qui est important à retenir. Autre avantage, enfin finalement les deux derniers avantages se regroupent énormément, j'ai marqué en cas de banqueroute ou de dilution de la monnaie de façon excessive, par exemple perte de l'euro, on décide de repasser au franc, d'accord. Est-ce que ça serait dramatique ou non, je ne suis pas là pour traiter de la question, plus se dire, ok, en cas de banqueroute, dilution de la monnaie, j'ai de l'or avec moi, et je peux très facilement faire du troc. Pourquoi? Parce que l'or a servi depuis des centaines, je dirais même des milliers d'années, de valeurs de troc et de monnaie à travers le monde, et donc c'est bien quelque chose que tout le monde connaît. Donc il y a vraiment moyen, à travers l'or, de faire du troc. C'est aussi pour ça que j'ai noté liquidité. Partout où que vous soyez dans le monde, avec une pièce d'or dans la poche, vous pouvez a priori récupérer une monnaie fiduciaire traditionnelle pour ensuite tout simplement reprofiter d'une monnaie traditionnelle à travers votre échange d'or. Alors du côté des inconvénients, je ne vais pas vous mentir, le premier, c'est la fiscalité. La fiscalité en France, elle est assez énorme. Par exemple, les lingots à la revente, on va dire que c'est, je dirais, entre 30 et 11% de fiscalité. Vous allez vous taper sur le site internet, vous allez trouver très rapidement. Et les pièces, à l'achat et à la revente, il y a ce qu'on appelle les primes. La prime, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous achetez une pièce, il peut y avoir un écart entre la valeur faciale de la pièce et la quantité d'or dans celle-ci. Par exemple, j'achète une pièce 100 euros, mais finalement il n'y a que 80 euros d'or. J'ai donc dans ces cas-là 20% de prime. Et justement, ce que je vous conseille, c'est vraiment regarder des pièces d'or avec une prime inférieure à 20%, le minimum bien sûr est le mieux, et bien sûr des 4 x 9, c'est-à-dire 99,99% d'or pur. Maintenant, vous pouvez aussi trouver d'autres marchés de niche, comme la collection. Mais à la collection, vous allez rajouter autre chose à la valeur faciale de la pierre, ça va être la rareté. Donc dans ces cas-là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, ou en tout cas, il faut encore plus s'y connaître, encore plus se former, encore plus se faire accompagner, encore plus se renseigner, et accepter cette inertie finalement dans le renseignement, et y aller tout doucement, ne pas acheter d'un coup plein de quantités d'or, non, plusieurs petites pièces. Et plus on va dans des marchés de niche, même l'immobilier c'est pareil, plus on va dans les marchés de niche, plus dans ces cas-là on va se renseigner et accepter de perdre un petit peu de temps pour attraper les bonnes astuces et accepter de, peut-être si vous pouvez acheter 10 pièces d'or par exemple, mais n'en acheter que une au début, voir ce que ça fait, voir ce que ça donne, la fiscalité derrière, et vous dire ok, ben, je rachèterai une pièce dans 3 mois, dans 6 mois. De toute façon, on n'est pas pressé quand on achète de l'or physique et on va le voir juste après. Un autre désavantage, c'est pas de génération de revenus. Ben oui, a priori, si vous achetez de l'or, aujourd'hui, maintenant, que vous prenez une pièce d'or, oui, vous profitez d'un système anti-inflation, oui, vous profitez d'un système anti-dilution de la monnaie, on va dire, d'une valeur refuge, mais non, vous ne générez pas de revenus, a priori, de mois à travers les mois. Et le dernier désavantage, c'est le stockage. Ah oui, parce que si vous avez de l'or physique, par exemple chez vous, bah, il va peut-être falloir trouver une assurance qui soit capable d'assurer votre or physique. Elle va peut-être vous demander des choses, par exemple, bah tiens, il me faudra un coffre, donc ça va vous coûter quelque chose, ça va avoir un coût, d'accord? Et le dernier truc, c'est que l'or, c'est quand même un métaux physique, d'accord, avec des propriétés physiques, et donc je vous déconseille de le stocker avec de l'argent ou du nickel ou du zinc ou d'accord, enfin en tout cas vous devez stocker vos pièces d'or les unes à côté des autres, à la limite, moi ce que je vous invite à faire c'est les enrouler dans des petits mouchoirs ou des choses pour pas qu'elles se touchent les unes les autres, pour pas qu'elles puissent s'abîmer dans le temps, pour pas qu'elles puissent finalement avoir ce phénomène physique tout simplement d'oxydoréduction qui puisse intervenir si une de vos pièces n'est pas à 99,99% d'or. Pour finir avec l'or et passer très rapidement sur les marchés financiers, je dirais que l'or physique, c'est conserver un patrimoine. Son but, d'accord, c'est de conserver un
patrimoine, quoi qu'il arrive. Et donc forcément dans ces cas-là, on peut carrément parler de décennies, ou même carrément de transmission à vos enfants ou à n'importe qui d'autre, vraiment cet aspect qui dure dans le temps. Le but du jeu, c'est pas d'investir à 100%, c'est juste de se dire, est-ce que je peux pas investir une partie de finalement mon cash, de mon patrimoine, pour le garder et le conserver dans le temps, quoi qu'il arrive, contre vent et marée, contre, je sais pas, une éventuelle banqueroute, contre une éventuelle dilution de la monnaie, contre une éventuelle phase de récession des marchés. Est-ce que je pourrais pas garder un petit peu de mon capital sous forme d'or physique, conservé à droite, à gauche, peu importe, et la retrouver dans une, tout simplement, vingtaine, trentaine d'années? Eh bien justement, l'or permet de faire ça. Pour terminer cette émission, je vous propose de parler des marchés financiers. Alors là, le principal avantage, on va dire que c'est la liquidité. Je dirais même, on n'est plus dans un phénomène liquide, là, on est carrément sur de la flexibilité. C'est-à-dire que, clairement, à l'échelle d'une semaine, vous pouvez ouvrir un compte le lundi, à midi, vous avez fait votre transfert d'argent, le mardi, vous recevez l'argent, le mercredi, vous tradez, finalement, vous vous rendez compte que vous avez besoin de cet argent ou d'une part de cet argent. Vous pouvez faire le jeudi, on va dire, vous pouvez être totalement liquide sur votre portefeuille, c'est-à-dire ne plus avoir à être en position sur les marchés, demander un retrait et vous l'avez le vendredi. À une échelle d'une semaine, ça marche, d'accord? Donc ça, franchement, c'est pour ça que je le dis, c'est que c'est plus de la liquidité, là, c'est de la flexibilité. Ensuite, c'est le phénomène de rentabilité. Tout le monde s'accorde pour dire que c'est un des investissements qui peut être le plus lucratif, c'est-à-dire on va dire 10% par an, alors que calculer les rentabilités que vous pouvez avoir dans l'immobilier, c'est pas sûr, bon bien sûr, sauf les rares gros placements, les petites pépites, etc., que vous ayez mieux. Néanmoins, oui, les marchés financiers, on peut tabler sur du 10%. Et de plus, c'est de la diversification au bout du doigt, c'est-à-dire qu'en simple clic, vous pouvez passer du marché des actions au marché des devises, vous pouvez aussi passer sur des ETF qui vous permettent d'investir sur les métaux précieux de façon, on va dire, pratiquement sans frais, d'accord? Contrairement à l'or que je vous ai présenté avant, où il y a une fiscalité juste énorme, et clairement, oui, les marchés financiers permettent de faire ça. Bien sûr, il y a quand même des défauts à tout ça. Le défaut déjà, c'est la psychologie, ce que j'appelle souvent la psychologie, les émotions, l'addiction, le phénomène d'addiction sur les marchés financiers, parce que, comme je parle souvent, les marchés financiers partagent énormément de relations avec les jeux d'argent finalement. Et donc, on peut se faire avoir par sa psychologie. Qui dit se faire avoir par sa psychologie dit qu'en fait, au lieu d'être rentable, du coup, on est dans un phénomène de jeu. On est là pour gagner sur les marchés financiers. Donc, dans ces cas-là, je peux vous dire que vous jouez littéralement à la roulette ou au casino. Vous n'êtes plus dans un investissement. Bien sûr, il y a aussi les phases de récession. Les phases de récession de marché, c'est quand le marché décide finalement, on est un peu trop haut, on va passer dans une phase de récession sur les quelques prochaines années. C'est-à-dire que les actions seront plus cotées 1000 unités, mais plutôt aux alentours de 800-700. Si vous avez investi sur 1000, forcément vous allez perdre 20, 30, 40%. Et à ce moment-là, vous vous dites, mince, en fait j'ai perdu de l'argent, alors que pour le moment vous n'avez pas forcément revendu vos actions, il faut peut-être juste être patient, mais encore une fois, ça va être vos émotions qui vont être mises à lourde épreuve dans les phases de récession, et là ça va être difficile de gérer si vous n'êtes pas formé ou accompagné. Ensuite, le dernier des avantages, c'est vraiment qu'il faut avoir de la liquidité cette fois. Vous pouvez aller voir une banque en vous disant j'ai besoin de faire un prêt pour investir sur les marchés financiers. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de banques qui vous accorderont ça, même s'il existe des systèmes à droite et à gauche pour pouvoir trader avec le capital qui n'est pas à vous, il faut déjà être très très bon, d'accord? Donc forcément, on va dire qu'il faut avoir de la liquidité, et plus vous avez de liquidité, plus c'est intéressant d'investir sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider à répondre à cette question. Quel est l'horizon de temps de vos investissements? Et quand je dis vos investissements, c'est que pour moi, vous n'êtes pas obligé d'investir que dans l'immobilier, ou que dans l'or physique, ou que sur les marchés financiers. Non, le but du jeu, c'est de trouver finalement un investissement qui vous corresponde aujourd'hui, à une partie de votre empire, de votre capital, de votre patrimoine. Et après, une fois que vous avez investi une partie de votre capital, par exemple en or physique, parce que vous dites moi je veux un matelas de sécurité, parce que je sens que les 10 prochaines années vont être très compliquées dans le monde dans lequel nous sommes, ok, faites-le. Et une fois que vous l'avez fait, finalement, maintenant que je suis tranquille avec ça, que je me suis tranquillisé l'esprit, que j'ai investi ce que je voulais, que je suis content d'avoir investi, j'ai fait mon premier petit pas, pourquoi pas aller regarder du côté de l'immobilier? Mais je veux pas faire de l'immobilier sur 10 ans, ou 15 ans, moi, ou 30 ans. Je veux faire de l'immobilier sur les 5 prochaines années. Est-ce que j'ai pas intérêt à acheter
ma résidence principale, à l'habiter pendant 2, 3 ans, avec un an de recherche, etc., on arrive sur les 4 ans, et de la revendre. Est-ce que je ne suis pas capable finalement de me créer un petit pécule supplémentaire et avoir investi? En plus de ça, j'ai habité dans une maison que j'ai totalement rénovée, ou un appartement que j'ai totalement rénové, je suis content de l'avoir fait, j'ai mis du cœur à l'ouvrage, quand je le revends, je suis encore plus content, parce que j'ai gagné quelque chose, je suis gagnant de A à Z dans ce plan d'investissement. Pareil sur les marchés financiers, trop de personnes viennent me voir en me disant « j'ai acheté du Total il y a 2 jours, ça se casse la gueule, qu'est-ce que je fais ?» La première question que je leur demande, c'est même pas revends ou rachète, non, généralement je n'ai même pas besoin de le dire. La première question que je dis, c'est quel est l'horizon de temps quand tu as acheté Total? Quel est l'horizon de temps de ton investissement? La personne me dit 2, 3 ans. Alors si c'est 2, 3 ans, ne va pas regarder tous les 3 jours si le cours de ton action se casse la gueule. Tu l'as forcément acheté là pour une bonne raison. Fais-toi confiance. Revois tes fondamentaux. Et si tu penses que tu t'es trompé dans ton analyse, refais ton analyse tout simplement. Est-ce que les chiffres sont bons? Est-ce que Total est en danger par rapport à une autre structure? Est-ce qu'elle est en faillite? Est-ce que finalement, Total, sur 10 ans, est-ce qu'elle sera encore là dans 10 ans? Elle commence à prendre pas mal le tournant finalement des énergies renouvelables. Est-ce que c'est pas un bon signe? Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que les dividendes sont là? Et si tout est réuni, tu as refait ton analyse, dans ce cas-là, referme tes écrans. Ne regarde pas tous les 2 jours le cours de ton action. Sur ces belles paroles, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle émission. Prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.